L'Assemblée nationale togolaise a donné sa confiance au nouvel exécutif et à sa politique générale le vendredi dernier. Cette politique générale est bâtie autour des besoins de l'heure pour le bien-être des populations togolaises, selon Victoire Toméga Dogbe, le Premier ministre. Le premier axe de ce nouveau gouvernement est la préservation constante de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Le deuxième axe est celui des besoins sociaux des couches vulnérables. Le programme de réhabilitation et de construction des formations sanitaires sera poursuivi pour des soins de qualité. Quant à l'emploi des jeunes, le nouveau gouvernement renforcera la politique de l'insertion professionnelle tout en les aidant à révéler leur potentiel. L'agriculture, le foncier et la transhumance feront aussi partie des priorités du nouvel exécutif. Selon le Premier ministre, le nouveau gouvernement s'engage à plus de grande redevabilité à la population togolaise. Pour l'opposante Brigitte Adjamagbo-Johnson, cette politique générale du gouvernement n'est qu'une répétition des promesses non tenues. Selon elle, même la composition du gouvernement est à revoir puisque les membres ne sont cooptés que pour servir uniquement les intérêts politiques et personnels des alliés du gouvernement. Pour Brigitte Adjamagbo-Johnson, députée à l'Assemblée nationale, pour 8 millions d'habitants, 35 ministres, c'est trop. 4 Béninois sont actuellement recherchés par la justice togolaise dans l'affaire du cyberactiviste Steve Amoussou, connu sous le pseudonyme de Frère Humvi. Contrairement aux soupçons de complicité avec les autorités béninoises, l'État togolais a clarifié la situation. En effet, selon le procureur de la République Talaka Mawama, Frère Humvi a été enlevé dans la nuit du 12 août dernier aux environs de 21h à Adidogome-Lomé par des individus non identifiés. L'enquête ouverte par le parquet de Lomé a permis d'identifier les supposés kidnappeurs venus du Bénin et aidés par 2 autres personnes, dont une dame de nationalité béninoise établie à Lomé et un Togolais conducteur de taxi-moto. Ces 2 derniers sont accusés de complicité d'enlèvement et mis sous mandat de dépôt alors qu'un mandat d'arrêt international est lancé contre les 4 autres ravisseurs. Sur le sujet, les autorités béninoises n'ont à ce jour émis aucune réaction officielle. Quant à Steve Amoussou, transporté à Cotonou par ses ravisseurs, il a été présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, puis placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi par les autorités béninoises pour harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux et provocation directe à la rébellion. Pour rappel, la justice togolaise parle de violation flagrante du droit international. Le Togo se prépare à réaliser son 5e recensement national de l'agriculture, RNA5, une initiative clé annoncée le 23 août dernier par le ministre de l'Agriculture, Antoine Gbegbenny. Ce recensement, organisé 12 ans après le dernier effectué en 2012, s'étendra sur une période de 24 mois. Il vise à recueillir des données précises indispensables pour évaluer avec rigueur les politiques et projets agricoles en cours dans le pays. L'importance du RNA5 réside dans sa capacité à fournir une image actualisée du secteur agricole, un domaine vital pour l'économie togolaise. Selon les données issues du dernier recensement en 2012, l'agriculture représente environ 40% du produit intérieur brut et emploie près de 60% de la population active. Les nouvelles informations recueillies seront cruciales, non seulement pour comprendre les transformations survenues depuis 2012, mais aussi pour ajuster les politiques publiques et soutenir le développement du secteur. En outre, les autorités togolaises envisagent d'utiliser les résultats du RNA5 pour le rebasage du PIB national, ce qui pourrait refléter plus fidèlement la réalité économique actuelle du pays. Le cadre juridique et institutionnel du projet sera prochainement renforcé par un décret, marquant le début de la phase opérationnelle du recensement. Cette initiative souligne l'engagement du gouvernement à suivre et évaluer régulièrement l'évolution du secteur agricole. Les résultats attendus permettront de mieux orienter les décisions stratégiques, de formuler des réformes adaptées aux besoins actuels et futurs et de soutenir la croissance économique du pays.
Alors que le Nigeria fait face à une crise économique, le gouvernement de Tinubu vient d'acquérir un nouvel avion présidentiel. Suite à l'achat de l'Airbus A330, la grogne est montée d'un cran dans le pays. De nombreux Nigérians ont réagi avec indignation sur les réseaux sociaux. L'achat intervient moins de 2 semaines après que des millions de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre la vie chère. Le Nigeria subit actuellement sa pire crise économique depuis les années 1990, avec une inflation à son plus haut niveau depuis près de 3 décennies et plus de 40% de la population sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Beaucoup perçoivent l'avion comme la dernière d'une série d'acquisitions extravagantes du gouvernement. Face aux accusations, le porte-parole de la présidence a déclaré que l'appareil avait été acheté sur recommandation du comité de sécurité du Sénat et qu'il s'agissait d'une bonne affaire achetée bien en dessous du prix du marché. Voici ce qui reste de la maison d'Ibrahim Ndoye, ce père de famille habitant de Bargny, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Ici, c'était le salon, la chambre à coucher, de l'autre côté, le salle de bain. Il y a quelques jours, au petit matin, une houle très violente frappe les murs de sa maison. J'étais dans le salon, les enfants dans la chambre à coucher. Mais quand j'ai ressenti les vagues taper le mur, amenant des pierres sur le mur, j'ai réveillé les enfants et dire à madame de prendre les bagages, de les sortir pour se préparer. Quelques heures plus tard, sa maison s'effondre. Ibrahima, sa femme et leurs 3 enfants trouvent refuge ici, dans la maison de sa sœur. Oui, c'est étroit, mais on va le prendre avec l'hivernage et la pluie. Voilà, c'est mieux que de rester dehors, quoi. Ibrahim Ndoye n'est pas le seul sinistré. Ce lundi, une trentaine de maisons ont été emportées par les eaux. Ces habitants connaissent bien le phénomène de l'érosion côtière, notamment les anciens. Le problème s'aggrave nuit et jour. Ici, il y avait des cimetières, il y avait des mosquées, il y avait des terrains de football et des espaces où on faisait des gamous et autres. Tout est englouti. Et si des solutions ne sont pas trouvées, nous aussi nous allons périr dans les eaux. De nombreuses associations tirent pourtant la sonnette d'alarme. Mamadou Sek est membre du CRAC, le club de réflexion et d'action citoyenne, qui estime que si rien n'est fait d'ici 2050, Bargny Gedge sera tout simplement rayé de la carte. On a alerté depuis 2014. L'État est dans l'inertie parce qu'on ne voit pas de réalisation concrète. Ils font des descentes sur le terrain et venir faire des promesses non tenues. L'association préconise la construction d'ouvrages pour atténuer l'avancée de la mer, la reforestation des zones littorales ou encore le relogement des populations menacées. Elle espère que les nouvelles autorités sénégalaises s'empareront du problème de l'érosion côtière à Bargny. C'est une tente installée dans la cour de l'hôpital de Kavumu, à une trentaine de kilomètres de Bukavu, dans le sud Kivu. Avant, elle servait à isoler les malades du choléra. Mais depuis plus de 2 mois maintenant, elle accueille des patients contaminés par le Mpox, essentiellement des enfants. À leur côté, leur mère veille sur eux, les nourrissent, comme Dingire Kanigwa, dont les 5 enfants sont hospitalisés ici. J'ai remarqué des éruptions cutanées sur l'un de mes enfants. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis allée au centre de santé de mon village et ils ont fait des examens. Mais les médecins ne savaient pas quel spécialiste pouvait le soigner. Juste après, mes 4 autres enfants ont été contaminés. C'est là que je suis venue ici, dans cet hôpital. Au moins, ils sont pris en charge par des médecins. Elle et beaucoup d'autres passent ces nuits sur place. Ces femmes, non contaminées, mettent en jeu leur propre santé, mais elles n'ont pas le choix. Il n'y a pas suffisamment de personnel pour s'occuper des petits. Il y aura une surinfection, la surinfection de la communauté, parce que quand les malades sont nombreux ici au centre de traitement, ils sont gardés par leurs familiers, ils sont visités par leurs familiers. De retour à la maison, il y a risque de surinfection parce que les familiers fréquentent les malades
Or, on dit que le seul moyen de contamination, c'est le toucher. Pour se protéger du virus, il faut se laver les mains avec soin, éviter les contacts physiques, dont les relations sexuelles. Des gestes barrières pas toujours faciles à mettre en place, plus encore quand les centres de soins sont surchargés, comme ici. On a déjà enregistré 800 malades comme admission et parmi ces 800 malades, on a déjà enregistré 8 décès. Il faut signaler qu'en moyenne, nous enregistrons 20 à 30 malades par jour. Le Sud Kivu reste l'épicentre de l'épidémie en RDC, avec plus de 5000 cas détectés dans 29 des 34 zones de santé que compte le territoire. Le seul espoir ici comme ailleurs dans le pays, c'est l'arrivée de vaccins. Le gouvernement congolais espère recevoir les premières doses la semaine prochaine. Il faudra encore les acheminer jusque dans l'est du pays. Réfugiés loin de chez eux, cela fait maintenant plus d'1 an qu'ils espèrent. Fatigués d'attendre la fin de la guerre, ces déplacés soudanais ont décidé de repartir à zéro. J'ai commencé à construire avec des matières premières locales, telles que l'argile et les briques. Grâce à Dieu, j'ai construit la maison, mais il reste encore le toit. Au fur et à mesure, je construirai le toit et je déménagerai dans la nouvelle maison. Comme Mohamed, plus de 7 millions de civils ont fui les combats qui font rage au Soudan. La plupart des gens ici ne comprennent pas les raisons de la guerre et pourquoi elle a éclaté. Nous sommes des gens simples et n'avons rien à voir avec la guerre. Nous espérons qu'elle se terminera pour que nous puissions retourner chez nous et mener une vie normale. Mais un cessez-le-feu semble pour l'instant inenvisageable entre les deux camps qui se disputent le pays. Les forces soudanaises du général Al-Bourhan et les paramilitaires des FSR dirigés par Hemeti. La situation humanitaire déjà catastrophique s'est encore aggravée ces dernières semaines en raison de pluies torrentielles, engendrant une deuxième vague de choléra. Seule éclaircie, timide, l'annonce de la réouverture de 2 axes clés pour acheminer de l'aide humanitaire au Darfour et dans d'autres régions. Des vivres notamment destinés au camp de Zamzam où l'état de famine a été déclaré début août. En Tunisie, le chef d'État Kais Saïed a procédé à un remaniement ministériel surprise à 6 semaines des élections présidentielles. Celui-ci comprend le remplacement de 19 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de la Défense, et de 3 secrétaires d'État, après le limogeage du Premier ministre. Mohamed Ali Nafti, ancien diplomate ayant exercé dans plusieurs ambassades tunisiennes, est le nouveau chef de la diplomatie. Khaled Sili, également ex-diplomate et ancien responsable au ministère des Affaires étrangères, est désigné ministre de la Défense. Les 3 nouveaux secrétaires d'État assisteront le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques et celui de l'Emploi. Ce remaniement ministériel intervient dans un contexte de crise financière et de mécontentement généralisé face aux coupures d'eau et d'électricité récurrentes dans de nombreuses régions du pays. Le président tunisien a jugé cette réforme nécessaire pour assurer ce qu'il appelle la sûreté nationale. Depuis que Kais Saïed s'est approprié tous les pouvoirs lors d'un coup de force le 25 juillet 2021, il est accusé de dérive autoritaire par l'opposition. Des milliers de Palestiniens, dont des patients, ont été forcés de quitter leur abri aux alentours de l'hôpital principal du centre de Gaza suite à un ordre d'évacuation émis par l'armée israélienne pour les zones environnantes de l'établissement. Les personnes déplacées se sont dirigées vers l'ouest, vers la zone de sécurité appelée Mouassi. Ils nous ont ordonné d'évacuer et maintenant nous partons. Nous ne craignons que pour nos enfants. Que pouvons-nous faire de plus? Ce qui nous arrive est injuste, je le jure, ce n'est pas normal. Que devons-nous faire? L'hôpital de Marty d'Al-Aqsa, situé dans la ville de Der al-Bala, l'un des derniers établissements sanitaires encore en fonction, n'a pas reçu d'ordre d'évacuation spécifique. Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux à des fins militaires. Une alerte a été lancée pour évacuer l'hôpital. Nous sommes encore en traitement et avons besoin d'analgésiques. Où devons-nous aller maintenant? Où pouvons-nous recevoir des soins? Je suis malade, je tremble. Où dois-je aller?
Les ordres israéliens d'évacuation couvrent désormais environ 80% du territoire de Gaza selon les Nations Unies. 90% des plus de 2 millions d'habitants ont été contraints de quitter leur domicile.